bienvenue chez JK raconte une histoire où se déroulent des drames de la vie réelle. Installez-vous confortablement et savourez le récit d'aujourd'hui. Cela faisait plus de 12 mois que je n'avais pas dormi dans mon propre lit. J'avais hâte d'y être à cause de la violente tempête océanique qui se dirigeait vers nous. J'avais ordonné l'arrêt complet de toutes les plateformes pétrolières de la zone. Une décision importante, mais qui devait être prise sur la base des derniers bulletins météorologiques. Je ne risquerais pas de poursuivre le forage dans ce nouveau secteur tant que le temps ne se serait pas amélioré. C'était le 6e puits que je forais consécutivement dans cette zone, et je ne voulais pas que des problèmes majeurs nous fassent perdre 6 mois et coûtent des millions. La tempête approchait lentement et semblait tourner sur elle-même, augmentant en taille et en puissance, laissant une destruction massive dans son sillage. Ceux qui étaient en position d'autorité pensaient que nous allions être touchés de plein fouet. Mais la décision finale me revenait. Typique des cadres en costume bleu qui siégeaient dans leur bureau. Si ça tournait mal, j'en prendrais la responsabilité. Et si je prenais la bonne décision, ils en récolteraient tout le mérite. Chacune des 5 plateformes pétrolières de la zone était positionnée à 20 000 nautiques les unes des autres sur une ligne horizontale. En raison des formations rocheuses sous le plancher océanique, nous devions forer à un angle de 45 degrés pour atteindre les gisements de pétrole et de gaz naturel situés en dessous. Nous avons passé les 220 dernières heures à remonter notre équipement de forage et à fermer tous les pipelines près du fond. Cela a nécessité une coordination précise de la part de notre équipe de plongeurs en haute mer. L'obturation des puits au niveau du fond marin devait être effectuée manuellement et prenait environ 1 heure par puits. L'essentiel était d'empêcher autant que possible l'eau salée de pénétrer dans les puits. Heureusement, tout s'est bien passé. Le flux de pétrole vers les unités de production a été bloqué au niveau du fond marin au cas où l'ouragan approchant endommagerait nos installations terrestres. Tout le pétrole collecté a été transféré sur des pétroliers pour un transport sécurisé vers le continent. Tous les pipelines ont été scellés aux 2 extrémités pour garantir que les sections de tuyaux ne couleraient pas si elles se détachaient. Nous avions appris des erreurs de BP, on ne peut pas se permettre de faire de telles erreurs. Un hélicoptère a transporté le reste de l'équipage vers le rivage. Conformément à la politique de l'entreprise, nous devions laisser la plus petite empreinte environnementale possible. Sous ma supervision, j'étais déterminé à ne jamais être confronté à une situation comme celle de BP. Je ne devais pas être relevé avant 2 mois, donc je savais que mon arrivée à la maison serait une complète surprise. J'avais hâte de revoir ma femme, mes enfants et nos voisins, la famille Rodriguez, qui étaient devenus des amis proches au fil des ans. Le bon côté de ma position au sein de l'entreprise était que je recevais un salaire de base toute l'année, même en restant à la maison. Mais le vrai argent venait du travail sur les plateformes. Cet arrangement avait rapporté beaucoup au cours des 3 dernières années. J'étais sur les plateformes pratiquement 85% du temps, ce qui triplait mon salaire de base avant les heures supplémentaires, qui pour moi représentaient en moyenne environ 32 heures par semaine. Il était courant sur les plateformes de travailler par équipe de 12 heures. Nous ne cessions de forer que lorsque j'étais complètement épuisé. Les personnes ayant mon expérience et ma connaissance du forage incliné étaient difficiles à trouver et étaient rémunérées en conséquence. Jusqu'à présent, j'avais un dossier de sécurité parfait et n'avais perdu aucun site de forage. Grâce à l'économie florissante, le forage pétrolier était à son apogée et j'étais payé au prix fort car il ne trouvait personne pour me remplacer. Le marché pour les personnes ayant mes compétences spécialisées était extrêmement restreint. Quand j'ai reçu ma dernière promotion il y a plus de 5 ans, j'ai décidé de prendre ma retraite anticipée. Avec l'aide des RH, ma fiche de paie était divisée en 3 lorsque je travaillais sur les plateformes. 40% allait toujours à mon plan 401K dès le premier jour. 25% étaient automatiquement transférés à mon courtier en investissement, et le reste allait directement sur le compte bancaire joint de Rebecca et moi. Ce qui était versé sur notre compte joint était considérable. Au cours des 5 dernières années, je me sentais en sécurité grâce à la bonne performance du marché boursier et de l'économie. Rebecca et moi avions convenu il y a des années qu'une fois que notre compte joint atteindrait un certain niveau, nous commencerions à effectuer d'importants paiements hypothécaires. Tout surplus après le remboursement de l'hypothèque serait divisé mensuellement et déposé sur des comptes d'épargne séparés. En conséquence, en 20 ans de mariage, j'avais déjà rempli mon compte d'épargne 4 fois, transférant l'excédent à mon gestionnaire de placement chaque fois qu'il atteignait la limite garantie par l'État fédéral. Mon courtier en investissement avait pour instruction de diviser mes placements en 3 parties. Un tiers en actions d'entreprise, le deuxième tiers en actions technologiques comme Google, Amazon et Facebook, et le dernier tiers en actions de premier ordre versant des dividendes.
Les rapports d'investissement étaient envoyés directement à mon courriel professionnel puisque j'étais souvent en mer. Pendant la saison des impôts, Rebecca et moi avons toujours fait nos déclarations séparément, elle réclamant les déductions pour nos enfants. Si nous étions frappés par un ouragan de catégorie 3 ou plus, personne ne pouvait retourner sur les plateformes tant qu'elles n'avaient pas été inspectées à 100%. J'étais attaché à ces protocoles de sécurité car je ne risquerais pas la vie des personnes travaillant sous mes ordres. Une équipe serait envoyée pour sonder le fond de l'océan avant toute reconnexion. Quoi qu'il en soit, il semblait que j'allais avoir au moins 2 mois de congé. La plupart des gens ne réalisaient pas que plus les houles océaniques étaient fortes à la surface, plus les courants sous-marins frappaient violemment le littoral. Le courant de retour, selon sa force, pouvait provoquer des ondulations inversées sur le fond marin qui se poursuivaient jusqu'à disparaître complètement. Compte tenu de la lenteur du déplacement de la tempête, plus elle stagnerait sur notre zone, plus la reconstruction serait coûteuse. J'ai donc continué à surveiller la météo les jours suivants pour estimer combien de temps je serais absent du travail. Je faisais partie du groupe consultatif qui supervisait l'élaboration de nouvelles procédures de sécurité après qu'elles aient coûté des milliards à notre société mère parce qu'elle avait refusé de suivre nos recommandations avant la dernière catastrophe majeure. Quelques millions dépensés aujourd'hui en prévention permettaient d'économiser des milliards en litiges et en pénalités gouvernementales plus tard. Ces jours-ci, laisser le gouvernement mettre la main sur votre argent était une invitation ouverte à être exploitée. BP a constaté de première main les coûts réels lorsque des fonctionnaires démocratiquement élus ont traité les entreprises accusées de dommages environnementaux comme leurs distributeurs automatiques personnels. La société a été confrontée à de nombreuses factures douteuses dont le lien direct avec l'impact environnemental réel de BP ne pouvait être prouvé. Beaucoup dans l'industrie estimaient que les gouvernements exploitaient la situation pour résoudre des problèmes qu'ils avaient eux-mêmes créés. La plupart des compagnies pétrolières avaient tiré les leçons de cette coûteuse expérience et prévoyaient désormais au moins un arrêt à long terme. Elles avaient adopté une politique de protection à tout prix. À bien des égards, BP se remettait encore de cette catastrophe. Rebecca et moi avons rencontré nos voisins Vincent et Michel Rodriguez peu après l'achat de notre maison actuelle à Beaumont. À l'époque, elle était enceinte de 3 mois de notre premier enfant, qui s'est avéré être un garçon, Dylan Marcus Thompson, né avec un poids de 7 livres. Emma Louise est née moins de 4 ans plus tard. La maison était trop grande pour nous au début, mais nous nous y sommes adaptés. Nos 2 enfants approchaient de la fin de leur adolescence. Dylan venait d'avoir 20 ans et Emma comptait les jours avant d'obtenir son diplôme. Vincent et Michel, qui venaient de se marier lorsque nous les avons rencontrés, ne pouvaient pas avoir d'enfants pour des raisons qui n'ont jamais été abordées. Au fil des ans, ils sont devenus comme des oncles et tantes de substitution pour nos enfants et nos plus proches amis. Vincent était un peu plus âgé que nous, et Michel avait 9 ans de moins. À mon avis, Michel était l'une des plus belles femmes afro-américaines que j'ai jamais rencontrées. Si une femme pouvait me tenter de m'écarter de mes vœux de mariage, ce serait elle. Je n'ai jamais pu comprendre ce qu'elle voyait en Vincent. Vincent était juste un bon vieux gars sans classe, avec une moralité douteuse et une tendance à déformer la vérité. Mais apparemment, il avait des talents de vendeur comme personne que je connaissais. J'étais assis à l'aéroport de Houston, attendant mon vol de correspondance pour Beaumont, lisant le journal local du mercredi quand un message texte est arrivé. Il disait « Papa, quand tu auras un moment, appelle-moi ». C'était de ma fille, Emma. Je me demandais si elle avait beaucoup changé pendant les 14 mois où j'avais été absent de la maison. Pour les travailleurs pétroliers acharnés comme moi, la famille payait toujours le prix plus élevé de notre absence. J'envisageais sérieusement de trouver un travail différent pour le reste de ma vie. Je l'ai appelée tout de suite. « Salut, papa. » Elle a dit. « Merci d'avoir appelé si vite. »« Qu'est-ce qui se passe, Bouton d'or ?» lui ai-je répondu. Je l'avais surnommée Bouton d'or parce que, quand elle était petite, nous passions des après-midi à en cueillir pour remplir une petite tasse pour sa mère. Cela signifiait beaucoup pour nous deux, même si sa mère la remerciait et les oubliait ensuite. Je les gardais dans l'eau, retirant les fleurs fanées chaque jour jusqu'à ce qu'il soit temps d'en cueillir de nouvelles. Je ne sais pas par où commencer, papa, admit Emma honnêtement. Et si on commençait par les faits essentiels, dis-je, sentant que ce n'était pas trop grave. D'accord, laisse-moi te raconter, dit-elle. Dylan est à l'hôpital. Il l'opère pour réparer son épaule blessée par balle. Vincent est en prison pour tentative de meurtre. Michel est dévasté. Tu te moques de moi, dis-je, ça me semble incroyable. Eh bien, tu as dit que tu voulais les faits essentiels, répondit Emma.
C'est ce que je te donne. Le reste, j'ai l'impression de devoir te l'expliquer avant que tu ne parles à maman. Qu'est-ce qui te fait dire ça, bouton d'or, demandai-je sérieusement. Toute la situation est compliquée et pas aussi simple qu'il n'y paraît, dit Emma. Tu nous as toujours appris qu'il y a deux versions à chaque histoire et que nous devons découvrir les faits réels avant de décider quoi croire. J'ai entendu la version de maman de son point de vue, et maintenant je dois te faire part de ce que j'ai découvert avant que tu ne prennes des décisions. Maman te dira ce qu'elle veut que tu entendes et crois, omettant peut-être des faits qu'elle ne veut pas que tu saches. La situation avec mon frère et nos voisins lui est aussi liée. D'accord, bouton d'or, je vais prendre un avion pour Houston maintenant et le premier vol de retour pour Bulmont demain matin, dis-je. Ne va pas à l'école demain et quand tu arriveras, je prendrai un taxi pour la maison. Ta mère sera déjà partie au travail à ce moment-là. En fait, maman est à New York, dit Emma. Target a réuni tous les directeurs régionaux de magasins au siège pour une grande réunion sur l'augmentation des ventes et la réduction des niveaux de stock afin de diminuer les coûts d'exploitation. Cette région génère toujours de bons profits, donc la direction cherche à comprendre ce qu'ils font différemment. L'a-t-on informé de cela, demandai-je. Non, je suis toujours à l'hôpital, j'attends des nouvelles du médecin, expliqua Emma. Je t'appelle parce que je me suis dit que tu devais être le premier informé. Je ne voulais pas l'impliquer avant que nous n'ayons parlé. Dis à quelqu'un de la comptabilité que je serai là avec nos informations médicales dès le matin. Merci, bouton d'or, de m'avoir envoyé un message. Je t'aime. À demain matin. Je lui dis au revoir. Je me préparais à passer la sécurité et à me diriger vers la porte d'embarquement, ce qui me laissa le temps de réfléchir à notre famille et à nos relations mutuelles au fil des ans. Tout au long de notre vie conjugale, j'avais travaillé sur les plateformes pétrolières, commençant comme ouvrier général et gravissant les échelons. Par ennui en mer, j'avais pris l'éducation au sérieux et tenté d'obtenir tous les diplômes possibles dans mon domaine de prédilection. C'est ainsi qu'a commencé le chemin vers ce que je fais aujourd'hui. Je me souvins du jour où j'avais rencontré Rebecca. Elle s'était arrêtée chez Walmart pour acheter quelques articles et conduisait trop vite. Elle n'avait pas remarqué le verglas, n'avait pas réussi à ralentir et avait percuté le vieux camion que je conduisais. Elle sortit de la voiture excitée et effrayée parce qu'elle conduisait la voiture de son père. Son pare-choc était intact, et pour mon petit camion, une ou deux rayures de plus n'avaient aucune importance. Après avoir déplacé les véhicules, nous sommes allés au restaurant Subway à l'intérieur du magasin, et elle m'a acheté un sandwich de 15 cm et un café pour avoir été compréhensif au sujet de l'accident. Quand Rebecca enleva son manteau d'hiver, elle attira mon attention. Elle avait une silhouette magnifique avec toutes les courbes que la plupart des hommes désirent. C'était l'une des rares femmes avec qui je pouvais facilement passer des heures, non seulement parce qu'elle était belle, mais parce que sa personnalité brillait de mille feux. Certes, c'est elle qui m'a fait réfléchir sérieusement à la vie. Avant cela, j'étais juste un bon vieux gars qui profitait de la vie et saisissait les opportunités. J'aimais faire la fête et traîner avec des gens, puis retourner à la plateforme, prêt à dégriser et à me remettre d'aplomb. Quand j'ai vu Rebecca pour la première fois, j'ai réalisé qu'elle voulait faire quelque chose de significatif de sa vie. Ce premier week-end passé ensemble m'a donné un but et une direction. Pendant ce même mois, je suis retourné à l'école pour m'améliorer. Plus nous apprenions à nous connaître, plus je devenais déterminé. Je pense qu'elle avait le même sentiment à mon égard parce que ses parents disaient souvent qu'elle était une meilleure personne grâce à moi. 8 mois plus tard, nous nous sommes fiancés. 6 mois après, nous nous sommes mariés. Peu de temps après, j'ai commencé à travailler en offshore sur de grandes plateformes parce que mon patron avait remarqué une amélioration significative dans tout ce que je faisais. C'est à Rebecca que je le devais. J'ai commencé à gagner ce qui était alors considéré comme un excellent salaire. À l'époque, je ne réalisais pas à quel point ce salaire deviendrait addictif. Avec le recul, je pense que nous nous sommes mutuellement poussés à grandir et à devenir adultes en parcourant la vie ensemble. Je n'ai jamais rien regretté. Rebecca a obtenu un diplôme en commerce et a commencé sa carrière en tant que responsable du département de vêtements pour femmes chez Target. Gagnant un salaire de base plus une commission. Le marchandisage de détail était pour elle un art que peu de gens comprenaient. Elle excellait dans ce domaine et tous les 2 ans, elle devait travailler dans un nouveau département. Après s'être bien établie dans chaque département, on lui a proposé des postes d'adjointe aux responsables. Quand un poste de directrice de magasin dans le plus petit établissement est devenu vacant, on lui a demandé de l'occuper temporairement jusqu'à ce que quelqu'un de convenable soit trouvé.
Personne ne se doutait que grâce à sa formation et à son encadrement du personnel, les ventes et la réputation du magasin augmenteraient considérablement. Un jour, un directeur de district est venu et lui a dit que le poste de directrice de magasin était définitivement le sien. Il y a 3 ans, elle a finalement obtenu le poste de directrice de magasin à Beaumont. C'était son 3e déménagement depuis qu'elle était devenue directrice de magasin, et c'était le plus grand magasin à ce jour. C'était pratique car elle travaillait maintenant à 10 miles de chez elle. Pendant qu'elle s'y établissait, les ventes ont commencé à augmenter et il est devenu l'un des magasins à la croissance la plus rapide en termes de revenus dans la division. Vincent Rodriguez était un grossiste indépendant qui gagnait sa vie en parcourant des routes et en vendant des outils fournis par ses distributeurs. Ses clients étaient des mécaniciens réguliers qui gagnaient leur vie en réparant des voitures. Je ne savais pas combien il gagnait, mais à en juger par la façon dont il dépensait son argent, il ne semblait pas avoir de difficultés financières. Je ne comprenais juste pas pourquoi notre quartier ne faisait pas partie de son territoire. Vincent connaissait tout le monde et avait un talent pour obtenir des choses quand les autres ne le pouvaient pas. Il rentrait toujours à la maison avec des cadeaux chers inattendus pour sa femme. Il était un mystère pour moi parce qu'il semblait insouciant et décontracté. Une autre chose que je trouvais déconcertante était qu'il payait toujours tout en espèces. Il n'aimait pas utiliser de carte de crédit ou de débit. Le seul compte bancaire qu'ils avaient était au nom de Michel. Michel avait travaillé au journal Beaumont Enterprise pendant de nombreuses années et était non seulement une journaliste, mais elle avait gravi les échelons jusqu'à devenir rédactrice en chef adjointe. Elle était très respectée dans la communauté et siégeait à plusieurs conseils d'administration. Sa générosité et sa gentillesse la rendaient remarquable dans notre communauté. Si vous nous regardiez ensemble, vous pourriez vous demander comment nous pouvions être amis. Michel et Vincent étaient afro-américains. Rebecca et moi sommes anglo-américains de 6e génération. Quand les enfants étaient petits et que nous avions besoin de temps pour nous, Michel gâtait nos enfants. Quand ils allaient quelque part avec Vincent, si on lui demandait, il plaisantait toujours en disant que nous les avions adoptés. Il aimait cela parce que tant de gens croyaient son histoire. Il aimait ça encore plus quand ils ont commencé à l'appeler oncle Vincent. Nos enfants, en grandissant, ont été définitivement gâtés par eux. Je sentais que ma famille était bénie par leur présence dans nos vies. Ainsi, pendant la majeure partie de mon vol, j'essayais de comprendre ce qui se passait et de quoi il s'agissait. Nous avions tous les 4 des vies bien remplies, donc rien de ce que j'avais entendu n'avait de sens pour moi. Cependant, Emma a clairement indiqué que la relation entre nous tous était ce qui reliait tout. J'étais confronté à une escale de 3 heures à Houston avant de pouvoir prendre mon vol de correspondance pour rentrer à la maison. Si vous connaissez l'aéroport de Houston, vous savez à quel point cela peut être frustrant. Il y a quelques années, ils ont fermé les zones fumeurs intérieures juste pour embêter les fumeurs. Les restaurants ouverts à ce moment-là étaient tout simplement affreux. Si vous vouliez fumer, vous deviez sortir de l'aéroport. Puis de nouveau à l'intérieur, repassant par la sécurité. Il y avait des gens assis juste devant vous qui fumaient des cigarettes électroniques. Or, ils disaient que ce n'était pas le goudron et la nicotine qui causaient le cancer. C'était la fumée elle-même, persistante dans l'air, qui posait problème. La seule chose qu'ils n'ont jamais abordée, c'était la génétique. C'était notre ADN qui causait le problème, pas nécessairement ce que nous faisions. Je savais qu'étant donné le problème que rencontraient certaines personnes en consommant des aliments contenant des huiles nocives, il ne tarderait pas avant que la communauté médicale ne recommande aux personnes qui cuisinent avec certaines huiles de porter des masques pendant la cuisson en raison du danger d'inhaler des particules d'huile dans leurs poumons. Il semblait qu'il ne suffisait que de quelques cas extrêmes pour que les médias commencent à prendre cela au sérieux. Je me tenais à l'extérieur de l'aéroport, cédant enfin à l'un de mes rares plaisirs dans la vie, fumer une cigarette Marlboro corsée. L'un des avantages de travailler sur des plateformes pétrolières en haute mer était que les cigarettes livrées à notre petite épicerie n'étaient pas soumises à toutes les taxes. Le prix moyen d'une cartouche de mes cigarettes préférées était inférieur à 20 $. Lors de ce dernier voyage de retour, j'ai apporté 6 cartouches avec moi. Une règle que j'avais établie était l'interdiction des boissons alcoolisées sur les plateformes. L'équipage s'y était d'abord opposé, mais leurs femmes avaient envoyé des lettres de remerciement en raison de l'argent économisé. Cela rendait également beaucoup plus facile d'atteindre les objectifs que j'avais fixés. Pour les femmes des équipiers, je marchais sur l'eau. Pour ceux qui étaient plus petits que moi, j'étais tout autre chose. L'un des défis de la vie américaine est que nous payons d'importantes taxes cachées afin que nos représentants politiques puissent dépenser des millions en erreurs sans aucune culpabilité ni reddition de comptes.
S'ils dépensent trop, ils peuvent toujours créer une nouvelle taxe qui reste cachée aux yeux du public. Pendant 2 mois, les lois fiscales de notre pays étaient si complexes qu'il aurait été plus facile de comprendre la physique quantique que de les saisir. J'avais toujours lamentablement échoué aux deux. La plupart des gens ignoraient qu'en 1822, le gouvernement fédéral avait voté une taxe d'importation de 1% pour aider à soutenir les tribus amérindiennes qu'ils avaient marginalisées et déplacées. Quand je repensais à cette ancienne loi fiscale qui n'avait jamais été abrogée, je me demandais s'ils en avaient jamais reçu quoi que ce soit. Salut Marcus, ça fait un bail. Un homme de mon passé m'a interpellé alors que je fumais. Je vois que tu n'as jamais arrêté depuis le lycée. Carrément, Tommy, ai-je répondu avec un large sourire. Pour un vieux comme moi, tu as l'air en pleine forme. Où vas-tu? De retour à Beaumont, où je vis avec ma femme et mes 2 enfants, ai-je répondu. On m'a renvoyé chez moi à cause du mauvais temps sur les plateformes. Tu fais toujours ça, dit-il avec un petit sourire narquois. Quand vas-tu arrêter d'être un dur à cuire et trouver un vrai travail comme nous tous? Je travaille pour ma retraite, ai-je dit. Peut-être plus tôt que tu ne le penses. Je cherche quelque chose qui me permette de rester à la maison le soir. Quand j'en parlerai à Rebecca, elle sera surprise. Tu as épousé Rebecca Richard? Demanda Tommy, complètement surpris. Oui. Je l'ai rencontrée pendant que je travaillais sur les plateformes au Texas, lors d'une pause, ai-je ajouté. Elle était en école de commerce à l'époque. Je suis surpris, dit-il. Ma sœur cadette et elle traînaient ensemble quand elles étaient au collège. À cette époque de sa vie, les seuls garçons qui les intéressaient étaient afro-américains. Ma sœur a fini par épouser l'un d'eux. Il a divorcé après la naissance de son 2e enfant, puis a disparu. Ce fut une vie difficile pour elle pendant plusieurs années. Elle est avocate maintenant et s'en sort très bien. Nous avons discuté quelques minutes de plus, puis nous avons passé la sécurité ensemble. Cette brève conversation a porté sur les personnes de nos années de lycée qui étaient encore dans les parages et sur ce qu'elles faisaient désormais. J'ai appris qu'il était marié et père de 3 enfants. J'étais enfin sur la dernière étape de mon voyage de retour. J'avais hâte d'arriver pour pouvoir parler à ma fille. Notre dernière conversation m'était restée en tête pendant tout le voyage. Le taxi m'a déposé devant la porte d'entrée. J'ai porté mes propres bagages. Ma fille m'a serré fort dans ses bras. Je pouvais dire qu'elle était stressée et qu'elle avait pleuré. Après les salutations d'usage et mes questions sur son état, nous sommes passés aux détails. Papa, commença Emma. Au cours des 2 dernières années, j'ai remarqué des changements dans la routine de maman. Au début, j'ai pensé que c'était à cause de sa grande promotion au magasin de Beaumont. Avec ses nouvelles responsabilités, je me suis dit que les choses devaient changer au début, mais après les premiers mois, un schéma précis a commencé à se dessiner. À ce moment-là, les choses auraient dû se calmer. Qu'est-ce qui a attiré ton attention exactement, ai-je demandé. Au début, je n'y ai rien vu d'étrange, expliqua Emma. Jusqu'à un vendredi soir où les parents de mon petit ami nous ont invités à dîner à l'Outback Steakhouse. J'étais assise dans le coin près des toilettes des femmes, face au mur du fond, quand j'ai vu maman sortir. Je me suis levé par curiosité et l'ai suivie. L'homme avec qui elle dînait en privé s'est avéré être l'oncle Vincent. C'était intéressant parce que Michel travaillait toujours tard le vendredi soir, assemblant la grande édition du dimanche matin pour l'impression tard le samedi soir. C'était le plus grand journal de la semaine. Maman travaillait toujours le vendredi jusqu'à 23h et le samedi parce que c'était les moments les plus chargés pour le magasin. Mon petit ami, qui avait 17 ans à l'époque, et moi avons commencé à enquêter les vendredis pour voir ce que nous pouvions découvrir. Emma a poursuivi, nous avons découvert que l'oncle Vincent garait toujours son gros camion derrière la zone de réception de Target. Maman y conduisait sa voiture vers 18h, et quand il montait dans la voiture de maman, c'est lui qui conduisait tandis qu'elle était assise à côté de lui. Papa, elle était assise de la même façon que je serais assise avec mon petit ami. Il n'y avait aucun espace entre eux. Je n'aimais pas l'histoire qu'Emma racontait, mais je croyais qu'elle était honnête dans ses observations. J'ai dit à Dylan ce que nous avions découvert, a expliqué ma fille. Il m'a dit de le laisser gérer ça pendant que lui et des amis enquêtaient. En travaillant comme apprenti chez le concessionnaire Ford, il avait rencontré beaucoup de monde. Il a vite appris que l'oncle Vincent louait un petit appartement et qu'il y était tous les mercredis après-midi et les vendredis soirs avec quelqu'un. C'est Dylan qui a annoncé la nouvelle à Michel. J'ai pris la main de ma fille et j'ai dit, je te crois. Continue.
Michel s'est tournée vers Dylan pour chercher soutien et réconfort, tandis qu'elle essayait de trouver une solution, expliqua Emma. Ils sont devenus de proches amis. Dylan l'a aidé à traverser cette période difficile. Tu sais à quel point il a toujours été protecteur envers les personnes qu'il aime, puisque nous connaissons la famille Rodriguez depuis tant d'années. Dylan considère Michel presque comme de la famille. Ça, c'est bien Dylan, ai-je dit, soulagé que ce ne soit qu'une amitié. Alors, que s'est-il passé hier pour que Dylan se fasse tirer dessus, ai-je demandé. Maman n'était pas là quand l'oncle Vincent est rentré à la maison, expliqua Emma. Il a découvert que Michel était au courant de l'affaire et qu'elle prévoyait de le quitter. Quand Dylan était là, offrant son soutien en tant qu'ami, Vincent, dans sa colère, s'est emporté lors de leur confrontation. Le coup de feu est parti accidentellement et Dylan a été blessé à l'épaule. Qu'est-ce que c'est que ça, dis-je. Je dois voir Dylan pour entendre sa version des faits, mais pas avant quelques jours. Plus tard aujourd'hui, toi et moi devons fournir à l'hôpital nos informations d'assurance maladie, et je dois trouver un bon avocat spécialisé en divorce. Quand est-ce que ta mère doit rentrer? Samedi matin, répondit Emma. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais louer une voiture, dis-je. Puis trouver un hôtel où rester parce que je ne peux pas rester ici. Quand je reviendrai avec la voiture de location, nous nous occuperons de quelques détails. Je veux t'entendre appeler maman ce soir via le haut-parleur de ton portable pour que je puisse l'enregistrer pour mon avocat. Les larmes coulaient librement des yeux de ma fille. Elle savait que le comportement de sa mère ne m'avait laissé aucun choix. J'ai réalisé qu'elle s'attendait à cela de ma part. À travers les sanglots et les larmes, elle dit « J'attends ce jour depuis des mois. J'ai prié pour que ça s'arrête, mais ça n'a fait qu'empirer. Papa, je veux vivre avec toi si je peux. Ma puce, si c'est vraiment ce que tu veux, je trouverai un moyen d'y arriver, ai-je dit. Je suis à la maison pour au moins 2 mois, et j'aurai le temps de trouver un logement et d'explorer de nouvelles opportunités d'emploi. Pour l'instant, il est préférable que ta mère pense que je ne suis pas à la maison. Tu es sérieux, n'est ce pas? Dit-elle. Oui, mais cela pourrait signifier que tu devras changer d'école. J'ai affirmé ne jamais avoir été serré aussi fort dans ma vie. Emma ne voulait pas me lâcher. Quand le taxi est arrivé, elle est venue avec moi. Avant de partir, nous avons appelé l'école pour qu'il ne contacte personne au sujet de son absence. Michel m'a vu monter dans le taxi et a su que j'étais à la maison. Elle m'a envoyé un message, « Je dois t'expliquer des choses. » J'ai répondu, « Je sais. Je te rappellerai quand j'aurai réglé quelques affaires. » Ma fille est bouleversée émotionnellement et effrayée en ce moment. Elle a besoin de moi. Cela m'a d'abord surpris que Michel soit à la maison. Mais en y réfléchissant, c'était logique. Après ce qui s'était passé hier, elle avait ses propres émotions à gérer. J'ai choisi une voiture importée car je savais que Rebecca ne croirait jamais que je puisse conduire quelque chose comme ça. J'avais été propriétaire d'une Ford toute ma vie. Nous avons quitté Beaumont et avons roulé jusqu'à une ville voisine où j'ai loué une chambre pour une semaine dans un motel bon marché. J'ai choisi cette zone car elle était suffisamment éloignée pour que personne ne me cherche là-bas. Après l'enregistrement, nous sommes allés à l'hôpital pour présenter nos cartes d'assurance et signer les formulaires nécessaires. Après cela, nous sommes allés déjeuner. Dylan a appelé sa sœur et ils ont parlé un moment. Nous avons découvert que Michel était avec lui et qu'il savait que j'étais à la maison. J'ai entendu ma fille lui dire de garder cette information pour lui pour le moment. Emma a dit que ce soir, nous dirions à sa mère ce qui se passait. Après le déjeuner, la première chose que nous avons faite a été de visiter une agence immobilière. Je voulais voir quelles entreprises étaient à vendre dans la région. Étonnamment, ce qui était disponible ne m'a pas plu. Néanmoins, j'ai demandé au courtier de continuer à chercher. J'ai organisé la visite de quelques maisons vendredi. J'ai demandé au courtier de se concentrer sur celles qui étaient prêtes pour une occupation immédiate. De retour au motel, j'ai appelé mes supérieurs pour les informer de ce qui se passait. Je sentais que je leur devais de la transparence et ils avaient le droit de le savoir après plus de 20 ans passés au sein de l'organisation. Il y avait une possibilité que je doive démissionner. Ma fille, encore mineure, voulait vivre avec moi. Pendant la conversation, mon superviseur a mentionné quelque chose d'intéressant, « Marcus, je suis content que tu aies appelé. Nous voulions justement discuter d'une nouvelle opportunité avec toi. L'entreprise a découvert un important gisement de pétrole terrestre à environ 30 miles au nord-est de Beaumont.
Nous recherchons quelqu'un avec ton expérience pour diriger l'opération de forage terrestre. Cela signifierait que tu serais à la maison tous les soirs, bien que la rémunération serait environ 20% inférieure à celle du travail en mer. Ça a l'air très intéressant, ai-je dit. Peux-tu m'envoyer plus d'informations? Je t'enverrai les détails par email aujourd'hui. Étant donné ta situation, cela pourrait être le moment idéal. La dernière chose que j'ai faite a été de prendre rendez-vous avec un avocat pour lundi. En utilisant mon téléphone, j'ai découvert qu'il nous restait 50 000 $ sur notre prêt hypothécaire, et que mon compte d'épargne personnelle contenait désormais 250 000 $. La maison étant presque entièrement payée, nous étions en bonne situation financière. Avec la façon dont nous avions tout structuré, le divorce serait simple. L'un de nous rachèterait la moitié de la maison de l'autre et nous partagerions les fonds du compte joint. Buttercup, je reviens dans quelques minutes. J'ai dit, je vais parler à Michel. Il est temps d'entendre sa version de toute la situation. Michel m'a laissé entrer dès que j'ai frappé. Je pouvais voir à son expression qu'elle était stressée. Je suis tellement désolé, Marcus, a dit Michel. Tu n'aurais pas dû rentrer à la maison pour trouver un tel désordre. Voudrais-tu un verre pendant que nous en discutons? Bien sûr. La journée a été longue et difficile, ai-je dit. J'essaie encore de tout digérer. Pendant qu'elle nous servait des verres, j'ai dit, commence juste par le début, à partir du moment où cela t'a affecté pour la première fois. J'étais occupé à travailler dans mon bureau quand Dylan m'a demandé à me voir en privé, a dit Michel. Sachant que c'était proche de votre anniversaire, j'ai pensé qu'il préparait quelque chose de spécial. Il m'a dit confidentiellement que Rebecca et Vincent avaient une liaison. Je ne l'ai pas cru. Je l'ai accusé de mentir et lui ai demandé de le prouver. Il m'a emmené voir par moi-même. Ce que nous avons vu ce jour-là ne laissait aucun doute. J'étais dévasté. Avec ces mots, elle m'a montré des photos sur son téléphone. Je pouvais voir les dates auxquelles elles avaient été prises, ce qui confirmait la chronologie que Michel et ma fille m'avaient donnée. Michel, pourrais-tu m'envoyer ces photos, s'il te plaît, ai-je demandé. Je vais en avoir besoin pour ma procédure de divorce. J'ai découvert ce matin que ma femme ne sortait qu'avec des hommes afro-américains au lycée. Il semble que Rebecca et David aient une histoire plus longue que nous ne l'avions réalisée. Les yeux de Michel se sont écarquillés à cette révélation. Peut-être que ces interactions amicales au fil des ans n'étaient pas aussi innocentes que nous le pensions. Aurait-elle pu être intéressée par lui depuis si longtemps? Nous ne le saurons jamais, ai-je dit. Alors, comment votre amitié avec Dylan s'est-elle développée? Il est comme toi, Marcus, a-t-elle dit. Il était là pour moi quand j'ai découvert la trahison de Vincent il y a environ 8 mois. Le simple fait qu'il m'écoute m'a donné de la force morale et du soutien. Quand je traversais le pire, Dylan passait me voir, presque comme un neveu inquiet. Il apportait des courses ou s'asseyait simplement pour discuter. Son amitié signifiait tout pendant cette période sombre. Je pouvais comprendre que la distance due à mon travail et mon absence avait créé le même problème avec ma femme. Nous le savions tous les deux, mais n'avons pas pu être assez honnêtes l'un envers l'autre pour l'admettre. Même si nous étions mariés, nous étions des étrangers vivant dans la même maison. Chaque fois que je rentrais à la maison, nous devions reconstruire notre relation pour la ramener à l'équilibre. Ensuite, je devais repartir pour au moins 6 mois. C'était l'une des principales raisons pour lesquelles j'envisageais sérieusement de quitter ma carrière. Dylan a toujours été mature au-delà de son âge. J'ai dit, on dirait qu'il a été un bon ami quand tu en avais le plus besoin. Michel m'a regardé, attendant une réponse. J'ai dit, merci pour ton honnêteté. Je laisserai Dylan gérer ses propres relations comme bon lui semble. Dylan a déclaré son indépendance il y a longtemps. Je vous soutiendrai tous les deux, quelle que soit votre décision. Juste pour que tu saches, ta chronologie et tes photos ont été confirmées par une autre source. Merci, Marcus. Cela signifie tout. Dylan a dit que tu aborderais notre situation de cette façon, a-t-elle dit les larmes aux yeux. Hier, Vincent était contrarié parce qu'il avait reçu des papiers de divorce et qu'il avait déjà une ordonnance restrictive contre lui. À ce moment-là, la fusillade a pris tout son sens. Vincent perdait toujours son sang-froid quand les choses ne se passaient pas comme prévu et réagissait toujours sans réfléchir. Il est rentré chez lui pour m'affronter au sujet du divorce. Le fait de trouver Dylan là, offrant son amitié et son soutien, l'a rendu furieux. Quand Dylan s'est levé pour me protéger, tout comme tu l'aurais fait, Vincent a complètement perdu le contrôle.
Je savais que Vincent avait une arme parce qu'il la portait pour se protéger. Son travail exigeait qu'il se rende dans des quartiers difficiles. Michel, pour des raisons que je ne peux expliquer, tu dois croire, les prochains jours, que je suis hors de la ville, ai-je dit. C'est pourquoi j'ai loué une voiture. Emma a déjà clairement fait savoir qu'elle voulait vivre avec moi. Je suis parti, ayant obtenu ce que j'étais venu chercher, sa vérité et la preuve que la liaison de Vincent et de ma femme avait commencé avant que Dylan ne s'implique en tant qu'ami de soutien. De retour au motel, je me suis assis à table et j'ai raconté à ma fille tout ce qui m'avait été dit. Papa, cela a beaucoup de sens. Tout le monde sait que Dylan est très mature pour son âge, a fait remarquer Emma. C'est confirmé par les photos que tu as et par le fait que Dylan a été complètement ouvert avec moi au sujet de son amitié avec Michel. Il tient vraiment à elle comme à un membre de sa famille. Depuis qu'il a eu sa première voiture, ai-je dit, il a toujours été protecteur envers les personnes qui lui sont chères. Je pense que c'est en partie mon influence. Quand je n'étais pas beaucoup là, il a pris les choses en main et est devenu plus responsable. Je n'étais pas beaucoup plus âgé que lui quand il est né. J'ai réalisé que peu importe ce que je ressens, mon fils fera ce qu'il pense être juste. C'est leur vie, et nous devons les laisser la vivre. Papa, ne penses-tu pas qu'il est temps pour moi d'appeler maman et de la tenir au courant de ce qui se passe, a demandé ma fille. D'abord, va sur l'App Store et vois si tu peux trouver une application qui te permet d'enregistrer tes conversations téléphoniques, ai-je dit. Emma a commencé à chercher. C'était frustrant car après avoir téléchargé des applications, nous devions les tester. La plupart de celles qu'elle a essayées étaient trompeuses avec leur description. Finalement, nous en avons trouvé une qui fonctionnait correctement. Je me suis assuré de télécharger la même. Il a fallu 3 sonneries avant que Rebecca répondit. Emma avait déjà activé la fonction haut-parleur. Maman, j'ai besoin d'un mot d'excuse pour mon absence à l'école aujourd'hui, dit Emma. Pourquoi as-tu manqué l'école? Es-tu malade? Demanda Rebecca. Non, j'étais à l'hôpital la majeure partie de la nuit dernière avec Dylan, expliqua Emma. Quand je suis rentré, j'étais trop épuisé pour aller à l'école. Qu'est-il arrivé à Dylan? Demanda Rebecca, exprimant une réelle inquiétude. Il a été blessé par balle à l'épaule à bout portant. Emma déclara, quoi? Tu es sérieuse? Comment va-t-il? Retrouvera-t-il l'usage complet de son épaule? Demanda Rebecca d'une voix inquiète. Comment cela est-il arrivé? Ne me cache rien. C'est arrivé parce que tu n'étais pas là où tu es d'habitude le mercredi après-midi. Maman, dit Emma d'un ton ferme. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Nous savons toutes les deux que je suis censé être au travail. Es-tu en train d'insinuer que Dylan s'est fait tirer dessus au magasin, dit Rebecca, sachant que c'était faux. Non, maman. Ça veut dire que tu n'étais pas au 644 Morgan Avenue, appartement 4, avec oncle Vincent, dit Emma. C'était révélateur car le silence de Rebecca en disait long. Rassemblant ses pensées, elle demanda, depuis combien de temps le sais-tu? Pratiquement depuis le début, répondit Emma. J'ai découvert oncle Vincent et toi par accident lorsque tu as dîné avec lui vendredi soir. Il a fallu des semaines avant que je découvre où oncle Vincent garait son camion atelier pour t'attendre afin que tu le récupères. Quand j'en ai parlé à mon frère, il a dit qu'il enquêterait davantage, et il l'a fait. C'est lui qui a découvert oncle Vincent dans ton appartement. Il y a amené Michel, et ils ont pu vous photographier ensemble. Les photos sont en fait assez révélatrices. Un « oh » s'échappa des lèvres de Rebecca. Puis elle dit, je rentre à la maison samedi matin. Toi et moi allons devoir nous asseoir et résoudre la situation avant que ton père ne rentre. Maman, ce n'est pas tout. Mercredi dernier, oncle Vincent t'attendait à ton appartement. Je suppose qu'en raison du court préavis de ton voyage à New York, tu as omis de l'informer. Il est rentré chez lui en colère pour confronter Michel au sujet de la procédure de divorce. Vincent a clairement indiqué qu'il avait l'intention de continuer à te voir et de rester marié. Il ignorait que Michel et Dylan étaient devenus de proches amis. J'ai levé le pouce pour montrer que j'étais d'accord avec ce qu'elle disait. Emma a souri largement parce qu'elle a réalisé que ce qu'elle avait dit expliquait vraiment tout. Oncle Vincent, au mépris d'une ordonnance restrictive, est venu dans son ancienne maison et y a trouvé Michel et Dylan ensemble, a-t-elle expliqué. Lorsque Dylan a essayé de protéger Michel pendant la confrontation en colère de Vincent, l'arme a tiré accidentellement et Dylan a été blessé. Ma question est, que dois-je dire à mon père quand je l'appellerai?
Où veux-tu qu'il obtienne tous les détails du journal en ligne demain matin? Comment vont Dylan et oncle Vincent maintenant? Demanda Rebecca. Oncle Vincent est en prison, accusé de tentative de meurtre, dit Emma. Dylan devrait se rétablir complètement, mais il aura besoin d'une sérieuse rééducation. Alors, maman, qu'est-ce que je vais dire à papa? Où veux-tu qu'il obtienne tous les détails du journal en ligne demain matin? Donne-moi quelques minutes pour rassembler mes pensées et je l'appellerai moi-même, dit-elle. C'est mieux si je gère la situation avec lui directement. D'accord, maman, dit Emma. Nous savons aussi que Michel aura besoin de soutien quand tu rentreras à la maison. Rebecca perdit complètement son sang-froid. Je m'en moquais parce que je sentais qu'après ce qu'elle avait fait, faire face aux conséquences était justifié. Emma attendit une réponse et, n'en entendant aucune, mit fin à la conversation. Après avoir terminé l'appel, je me suis levé et j'ai versé 2 cocktails au bourbon. Dans l'un, j'ai ajouté de la glace et du coca. Je n'en ai pas ajouté au mien. En le plaçant devant elle, j'ai dit, je vais prendre un verre d'adulte avec ma fille parce qu'elle s'est mieux débrouillée que la plupart des adultes. Je suis très fier de toi, ma puce. Nous attendions tous les deux l'appel téléphonique que nous savions imminent. Nous avions déjà pris notre première boisson d'adulte ensemble, et j'étais en train de préparer une deuxième boisson pour chacun de nous quand mon téléphone portable a sonné. Je l'ai envoyé vers la messagerie vocale. Quand je me suis assis à table avec nos boissons, j'ai activé le haut-parleur et j'ai composé le numéro de la messagerie vocale. Le message était bref car Rebecca n'avait dit qu'une seule chose, appelle-moi quand tu auras une minute. Oncle Vincent a accident. Elle mentirait sur Dylan et nous devons en parler. Papa, avant de répondre à ça, voyons ce que le journal en ligne en dit, dit Emma. Elle se leva et sortit son ordinateur portable. Lorsque nous avons accédé au site web d'information locale, nous avons constaté que toute l'histoire avait fait la une. Le journaliste avait tout couvert en détail. Les relations entre nous 4 sont devenues du domaine public. Il était remarquable de voir comment toute cette histoire compliquée était expliquée. Ce qui nous a le plus choqué, c'est d'apprendre que Vincent Rodriguez n'était pas son vrai nom. Selon les dernières nouvelles du site web du journal, il utilisait une identité volée depuis des années. Son vrai nom était David William Carter, qui avait un casier judiciaire pour vol à l'étalage. Lorsqu'il a été identifié par ses empreintes digitales, sa véritable identité a été révélée. Le véritable choc fut lorsqu'un mandat d'arrêt fut émis contre lui pour possession de substances contrôlées avec intention de distribuer. Ce nom me disait quelque chose. J'y ai réfléchi quelques minutes et puis ça m'est venu à l'esprit. La première chose que j'ai faite fut d'appeler le commissariat et de parler à l'officier de service au sujet de son grand camion atelier et du quartier qu'il couvrait. J'ai suggéré qu'ils obtiennent un mandat de perquisition et enquête. Quand il a demandé pourquoi, j'ai dit, parce que personne que je connaisse ne l'a jamais vu vendre quoi que ce soit depuis ce camion. Je suis allé sur Facebook et j'ai tapé le nom de Tommy Mitchell dans la recherche. Après avoir parcouru plusieurs profils, j'ai finalement trouvé sa photo. Après avoir lu son profil, j'ai appelé le service d'assistance pour obtenir son numéro de téléphone, que j'ai composé, et une femme a répondu. C'était sa femme. Madame, je suis un vieil ami de lycée de votre mari, ai-je dit. Je l'ai croisé à l'aéroport de Houston ce matin et nous avons eu une longue conversation. La raison de mon appel est que j'ai besoin du nom de l'ex-mari disparu de sa jeune sœur Ashley. Son nom est David William Carter. La femme de Tommy a dit qu'il devait 16 ans de pension alimentaire. Vous voudrez peut-être lui faire savoir qu'il est en prison au comté de Beaumont. Il a utilisé un faux nom, Vincent Rodriguez. Vous êtes sérieuse? Demanda-t-elle. Oui, absolument. Et rendez-moi un service, faites savoir à Ashley qu'il a également eu une liaison avec ma femme, dont le nom de jeune fille est Rebecca Richard. Mon Dieu, Ashley parle encore de la relation qu'ils ont eue à l'époque, dit-elle. Ça va la dévaster. Puis-je donner votre numéro à Ashley? Elle voudra peut-être vous parler directement. Oui, s'il vous plaît, ai-je dit. Mon épouse, qui sera bientôt mon ex-femme, rentre à la maison samedi. Emma était choquée pour être honnête. Moi aussi. J'ai envoyé un SMS à Michel pour lui demander si elle était chez elle afin qu'elle puisse venir tout de suite. Papa. Maman savait qui il était la première fois que nous l'avons rencontré, dit Emma. Quels autres mensonges allons-nous découvrir? Je ne sais pas, mais il semble qu'ils revivaient leur passé, ai-je dit. Je me demande dans quoi d'autres ils étaient impliqués ensemble.
Nous avons pris quelques minutes pour digérer toutes les informations que nous venions d'apprendre. D'une certaine manière, c'était accablant parce que plus ma fille et moi découvrions de choses, plus les questions surgissaient. Quand nous avons entendu frapper, Emma est allée ouvrir la porte. Je me suis levé et j'ai préparé un bourbon coca pour Michel. Je lui ai tendu la boisson alors qu'elle entrait dans la cuisine. La première chose que nous avons faite a été de lui montrer l'article mis à jour sur Internet. Ce fut une révélation pour elle. Emma s'était souvenue de m'envoyer un enregistrement de la conversation entre ma femme et elle, et je l'ai joué pour que Michel comprenne ce qui s'était passé. Il y a de fortes chances que votre mariage avec David ne soit pas du tout légal, ai-je dit. Vous feriez mieux de demander à votre avocat spécialisé dans le divorce d'enquêter là-dessus. J'étais à l'hôpital la majeure partie de la journée. Michel dit, je rentrais juste à la maison quand j'ai reçu votre message. Il n'y a aucune chance qu'il puisse obtenir une caution. C'est pire que ça. J'ai dit qu'il avait 2 enfants, une fille et un fils, tous 2 adultes maintenant. Son ex-femme était la meilleure amie de Rebecca au lycée. Le regard de choc sur le visage de Michel était quelque chose dont ma fille et moi nous souviendrons pour toujours. Il le savait depuis le premier jour où nous l'avons rencontré, dit Michel en pleurant. S'il avait des enfants, pourquoi ne m'a-t-il pas parlé de son passé? Il avait probablement de nombreuses raisons de cacher son identité, ai-je dit. Ça. C'est la seule chose qui a du sens étant donné son casier judiciaire et le fécu. Il vivait sous une fausse identité. Je suis resté silencieux un moment pendant que les 2 femmes discutaient de ce qu'elles savaient jusqu'à présent. J'essayais de comprendre ce qui se passait d'autre. Mon intuition me disait qu'il y avait plus à cette histoire que ce que nous comprenions. Mesdames, je pense que nous devrions fouiller nos maisons minutieusement. J'ai dit que quelque chose ne collait pas avec le mode de vie et les habitudes de dépenses de David. Je me demande si Rebecca en savait plus qu'elle ne le laissait paraître et si David n'aurait pas caché des choses chez nous. C'est possible, a dit Michel. Je sais qu'il conduisait son camion tous les jours mais ne semblait jamais travailler à des heures régulières. Ses revenus ne correspondaient jamais à ses dépenses. Michel, pourquoi n'as-tu pas vu les registres de ses commandes et de ses factures pour l'inventaire qu'il aurait acheté? David disait toujours que c'était géré par une entreprise et qu'il devait payer l'inventaire et l'équipement. Alors il a dû recevoir des relevés mensuels par email ou par courrier. J'ai dit, en as-tu vu? L'as-tu déjà vu transférer de l'argent à des fournisseurs? Non, mais je connais le mot de passe de l'email de David. Nous pouvons vérifier, a-t-elle dit. Nous sommes allés chez elle, avons ouvert l'ordinateur de la maison et nous nous sommes connectés au système de messagerie. Effectivement, rien n'était visible dans les courriels habituels. Puis-je essayer quelque chose? J'ai demandé. Dans la barre de recherche, j'ai tapé Outlook. La version navigateur est apparue, et ce qui n'était pas visible à l'origine dans l'application de messagerie de base est apparu. David avait 4 comptes de messagerie cachés liés à un seul système. Il est devenu clair pour nous tous qu'il avait dissimulé quelque chose d'important. Michel, dès le matin, appelle le poste de police et donne-leur des informations sur l'accès au courriel de David. J'ai dit, je vais fouiller notre maison minutieusement pour voir si je peux trouver quelque chose. Je veux m'assurer que rien d'illégal n'y était entreposé. Je ferai la même chose. Que dois-je faire si je trouve quelque chose, a demandé Michel. Appelle-moi. Je viendrai et nous discuterons de ce qu'il faut faire. Je vais fouiller notre maison très attentivement. J'ai dit, nous devons nous protéger. Papa, tu penses vraiment que maman laisserait David entreposer des affaires dans notre maison, a demandé Emma. David avait les clés de notre maison depuis des années. Il aurait pu y entreposer des choses à l'insu de Rebecca, prévoyant de les récupérer plus tard. D'abord, cherchons dans les endroits où nous n'allons pas normalement, à moins d'avoir besoin de quelque chose de spécifique. Emma et moi sommes rentrés à la maison. J'ai sorti une lampe torche et je me suis assuré qu'elle fonctionnait. Je vais dans le garage pour accéder au grenier, ai-je expliqué. Personne n'est censé y monter depuis que nous avons ajouté une isolation supplémentaire. J'ai dû déplacer la voiture, installer une échelle, monter et déverrouiller le panneau d'accès. En utilisant une lampe torche à haute intensité, j'ai regardé autour de l'espace et n'ai rien trouvé au début. Je me suis retourné sur l'échelle pour regarder derrière moi. En levant le bras pour m'appuyer, j'ai senti quelque chose d'inattendu. Je suis descendu, j'ai tourné l'échelle et je suis remonté. Il y avait 3 grands sacs poubelles alignés, du type que j'utilisais pour la collecte hebdomadaire des ordures. Quand Emma a entendu le premier sac heurter le sol,
elle est arrivée en courant. Écarte-le, s'il te plaît, ai-je demandé. J'ai 2 autres sacs comme ça. Quand le deuxième sac a touché le sol, il s'est fendu. Des liasses de billets de 20 $ se sont répandues. Quand les 3 sacs étaient sur le sol du garage, j'ai remarqué un autre sac plus petit gisant sur le côté. Je l'ai ramassé et j'ai commencé à descendre, me rappelant de fermer l'entrée du grenier. Emma, cours chez Michel et dis-lui ce que nous avons trouvé pendant que j'examine ces sacs, ai-je demandé. Il leur a fallu environ 5 minutes pour revenir. Les 3 sacs contenaient environ 75 000 $ en espèces au total. Le plus petit sac contenait ce qui semblait être le carnet de compte de David. « Marcus, peux-tu venir chez moi et vérifier le grenier ?» a demandé Michel. Juste après avoir appelé la police. « J'arrive tout de suite », ai-je répondu. J'ai appelé la police et on m'a dit qu'ils enverraient une voiture de patrouille. Michel, Emma et moi sommes allés chez elle, emportant le carnet de compte de David avec nous. Après avoir fouillé son grenier, j'ai trouvé une petite boîte métallique contenant ce qui semblait être des substances illégales. J'ai placé le carnet de compte avec. J'ai rappelé la police et leur ai demandé d'envoyer un détective avec la voiture de patrouille. Il a fallu plus de 2 heures avant que la police ne prenne possession de l'argent et des substances. Nous avons dû tout expliquer, depuis le moment de la fusillade jusqu'à aujourd'hui. Lorsque le détective est parti, il a dit qu'ils arrêteraient ma femme pour interrogatoire lorsqu'elle reviendrait à Beaumont samedi. Nous ne pouvons pas relier tout cet argent à des activités illégales pour l'instant. Le détective a dit qu'une partie pourrait être des gains d'affaires légitimes. Nous allons tout compter, enregistrer et sécuriser. Nous le documenterons comme remis volontairement par vous, Monsieur Thompson, comme preuve découverte. Merci, officier, ai-je dit. Qu'en est-il des substances illégales que nous avons trouvées chez ma voisine? Parce que David Carter y vivait et que sa femme a remis les substances avec votre aide. Elle ne sera pas inculpée, mais lui oui, a-t-il dit. Reviendrez-vous demain avec un mandat de perquisition pour l'un ou l'autre de nous, a demandé Michel. Détective, vous devriez prendre note du compte email et du mot de passe de mon mari. Allez directement sur Outlook via votre navigateur. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, a dit le détective. Si vous trouvez de petites quantités de substances illégales, éliminez-les correctement. Je suppose que la plupart de ce que David avait est dans son camion, qui est actuellement remorqué à la fourrière jusqu'à ce que nous obtenions une ordonnance du tribunal autorisant une fouille. Merci pour l'information sur son compte email. Je demanderai une ordonnance du tribunal pour l'examiner. Nous avons regardé la police s'éloigner et j'ai dit, je ne sais pas pour vous, mais j'ai besoin d'un bon verre fort. Michel est entré dans la maison et a préparé des boissons, puis nous a rejoints dehors. Vas-tu faire savoir à ta mère ce qui se passe, a demandé Emma. Je pense que si nous le faisons, elle sera préparée à ce qui arrive. J'ai dit, il est préférable de laisser ce que nous savons entre les mains du détective. Demain, pendant que tu seras à l'école, je finirai de fouiller les 2 maisons pour m'assurer que rien d'autre n'est caché. Merci, Marcus. J'apprécierais vraiment, a dit Michel. Michel, j'ai besoin que tu me conduises à la compagnie de location de voitures demain. J'ai dit, les choses ont changé. Il n'est pas question que je laisse ma fille seule. Puis-je rester ici ce soir, a demandé Michel. Bien sûr, tu peux dormir dans la chambre qui était celle de Dylan. J'ai dit que j'étais au milieu de la nuit. Nous 3 avons été réveillés par les sirènes de la police. La police avait positionné une voiture banalisée pour surveiller nos maisons. Ils avaient attrapé quelqu'un qui tentait de s'introduire par effraction chez Michel vers 5 heures du matin. J'étais assis sur le balcon de ma chambre de motel, buvant mon premier café et fumant une cigarette quand mon téléphone a sonné. C'était ma femme. Marcus, nous sommes dans un terrible désordre à la maison. David a accidentellement tiré sur Dylan. Rebecca a dit, heureusement, il va se rétablir complètement. La police retient David en attendant l'enquête. As-tu parlé à Michel pour voir ce qu'elle sait? Non, Emma et moi avons passé la plupart de notre temps à l'hôpital, ai-je répondu. Je lui parlerai aujourd'hui et j'obtiendrai sa version des événements. Des nouvelles de ton retour? Nous aimerions tous te voir. En fait, je suis une situation avec l'entreprise, ai-je dit. Ils ont découvert un important gisement de pétrole terrestre à environ 30 miles de Beaumont. Si cette opportunité se développe, je pourrais passer à des opérations terrestres. Il lui a fallu quelques secondes pour répondre. Tu es sérieux?
Vérifie les annonces de l'entreprise. Nous pourrions être face à un changement de carrière majeur qui me permettrait de travailler plus près de la maison. Promets-moi que tu appelleras. Pour que je puisse m'assurer que tout est prêt pour toi, a demandé Rebecca. Nous verrons comment les choses évoluent, ai-je dit. Je te parlerai plus tard. De cette brève conversation, j'ai réalisé qu'elle essayait toujours de maintenir la façade. Cela m'a également dit que tous les vrais sentiments qu'elle avait encore pour moi avaient disparu. Je pouvais maintenant procéder au divorce sans culpabilité. Après avoir conduit Emma à l'école, Michel m'a conduit pour rendre la voiture de location. Ensuite, nous avons récupéré mes bagages à l'hôtel et avons rendu les clés de la chambre. J'ai suggéré que, jusqu'à ce que les choses se calment, elle rende visite à Dylan et envisage de rester temporairement dans son appartement pour sa sécurité. L'agent immobilier et moi avons visité 4 maisons et j'en ai trouvé une qui conviendrait parfaitement. C'était une maison neuve de 3 chambres avec un garage pour 2 voitures et un sous-sol non aménagé situé dans un quartier où Emma n'aurait pas à changer d'école. J'ai fait une offre. Comptant avec un acompte important, en dessous du prix demandé, et j'ai exigé une garantie de 5 ans en échange d'une clôture de la transaction sous 4 jours. Le courtier immobilier a pensé que j'étais agressif, mais le vendeur a accepté. Après avoir quitté son bureau, je suis allé acheter un nouveau jeu de serrure. De retour à la maison, j'ai envoyé un SMS à Michel et Emma pour leur faire savoir où j'étais. Puis j'ai commencé à fouiller le reste de la maison. J'ai trouvé une pile d'obligations au porteur d'une banque locale, chacune d'une valeur de 5 000 $, payable sur demande. Il y en avait 6, totalisant 30 000 $. J'ai allumé les informations et j'ai appris que la police locale avait déclaré à la chaîne de télévision avoir fouillé nos 2 maisons et trouvé des preuves pouvant être liées à l'homme responsable de la fusillade. Il a également été mentionné que de nouvelles accusations étaient en préparation. J'ai supposé qu'ils avaient fait cette annonce pour réduire la pression sur nous. Après avoir changé toutes les serrures et réinitialisé tous les codes de sécurité, j'ai continué ma fouille. J'ai trouvé des bijoux coûteux dont je ne savais même pas que ma femme était propriétaire. Après avoir enfin terminé ma fouille de la maison, je suis retourné au grenier pour un autre examen approfondi. À l'aide d'une lampe de poche industrielle robuste, je voulais m'assurer de n'avoir rien manqué dans les coins les plus reculés. J'ai trouvé un petit sac supplémentaire contenant ce qui semblait être de l'argent liquide supplémentaire, environ 15 000 $ de plus. J'ai rappelé le détective avec la carte qu'on m'avait donnée et je l'ai informé de ma nouvelle découverte, puis j'ai attendu leur arrivée. J'ai tout laissé exactement là où je l'avais trouvé. Le détective a retiré le sac supplémentaire de la maison, portant le total de l'argent découvert à environ 90 000 $. Cela prend tout son sens maintenant. Le détective a dit, nous avons trouvé des preuves dans son camion qui suggèrent que David détournait de l'argent de son trafic de drogue. Il prévoyait probablement de disparaître avec l'argent qu'il avait caché à divers endroits. Monsieur l'agent, nous sommes leurs voisins depuis 20 ans. Aurait-il pu vendre des substances illicites toutes ces années, ai-je demandé. Étant donné qu'il vivait sous une fausse identité depuis plus longtemps que cela, je dirais que c'est plus que possible, a-t-il expliqué. Il y a de nombreux exemples de personnes qui ont vécu avec des criminels pendant des années sans rien savoir. Pourquoi cela devrait-il être différent? J'aimerais vraiment interroger votre femme sur sa relation avec lui et sa durée. Alors, vous devriez savoir que tard hier soir, j'ai découvert que David, comme nous l'appelions, était l'ex-mari de la meilleure amie de lycée de ma femme avant qu'il n'épouse Michel, ai-je expliqué. Son ex-femme Ashley pourrait arriver en avion ce samedi pour constater par elle-même ce qu'on lui a dit. Il m'a regardé avec un sourire. Et alors que Michel entrait dans son allée, il a dit, ça devient intéressant. Sa femme actuelle est-elle au courant? Oui, et je vais fouiller entièrement sa maison. J'ai dit, après la tentative d'effraction d'hier, nous avons décidé que c'était nécessaire. Le détective a dit avec un sourire, je serai disponible si on a besoin de me rappeler. Je vais interroger David pour la 2e fois aujourd'hui. Il y avait des preuves dans le camion qui confirment nos soupçons concernant la distribution de drogue. Il est fini. Michel s'est approché de lui et a dit, Monsieur l'agent, c'est un plaisir de vous revoir. Vous devriez recevoir un appel de mon avocat concernant l'identité de mon mari. Il veut l'utiliser pour faire annuler mon mariage immédiatement. Michel a regardé le détective partir. Suivant son conseil, nous avons fouillé sa maison minutieusement. Si nous trouvions quoi que ce soit de suspect, nous nous en débarrassions correctement. Mieux vaut prévenir que guérir. Michel a commencé à emballer ses affaires,
qu'elle prévoyait de déménager à l'appartement de Dylan pour sa sécurité. Tout comme dans ma maison, nous avons trouvé des obligations supplémentaires qu'elle a emballées pour les emporter avec elle. Quand nous avons terminé, elle était ravie de constater que nous avions découvert relativement peu de choses. Je lui ai dit que j'avais fait une offre pour une maison neuve. J'allais utiliser les obligations pour en payer une partie si mon offre était acceptée. Elle m'a demandé quel agent j'avais utilisé et je le lui ai dit. « Pensez-vous que Rebecca ait travaillé avec lui ?» a demandé Michel. « Ou l'a-t-il trompé comme il l'a fait avec nous ?» David pouvait entrer quand nous n'étions pas à la maison et cacher de l'argent qu'il voulait garder pour lui, à l'insu de ses partenaires de trafic de drogue. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il est devenu avidé à essayer de détourner de l'argent de sa propre opération. Ma fille et moi sommes allés ensemble à l'appartement de Dylan. Il se remettait bien et a raconté toute l'histoire. J'ai appris que tout avait commencé à peu près au moment où je devais rentrer de ma dernière visite, mais que je l'avais manqué parce que j'étais sur une autre mission de forage. Dylan s'améliorait lentement. Lui et Michel avaient maintenu leur amitié, bien qu'ils se concentraient tous deux sur la guérison du traumatisme qu'ils avaient vécu. « Je suis content que tu aies été là pour aider Michel quand elle avait besoin d'un ami, mon fils, ai-je dit. Cela montre un vrai caractère. »« Merci, papa, » a dit Dylan. « Michel est comme de la famille pour nous. Je ne pouvais pas simplement rester là à la regarder souffrir seule. J'aurais juste aimé que rien de tout cela ne se produise. Je n'aime peut-être pas ce que ta mère a fait. » J'ai dit, mais je n'étais pas là pour elle à cause de la carrière que j'avais choisie. La solitude a mené ta mère ailleurs. Si jamais j'ai de nouveau une relation avec une femme, mon mode de vie devra changer. Emma m'a regardé et a dit, tu n'as ni colère ni haine, et tu ne la blâmes pas pour ce qu'elle a fait. Écoute, mon travail passait avant tout, et je lui ai laissé le soin de vous élever tous les deux, ai-je dit. Quand vous avez grandi et êtes devenu indépendant, il ne lui restait personne pour lui donner l'attention et l'amour dont elle avait évidemment besoin. Je suis triste de ce qu'elle a fait, mais je ne peux pas la haïr pour cela. Et je ne la juge pas même si cela a détruit notre mariage. En plus, elle pourrait encore faire face à de graves problèmes comme, par exemple, quoi, a demandé Dylan. Si la police peut la relier à ce que faisait David, ai-je dit, elle passera aussi un temps considérable derrière les barreaux. La vérité que j'ai dite à mes deux enfants les a laissés sans voix. Vers 9 h, samedi matin, j'ai appris que mon offre sur la maison avait été acceptée. Une demi-heure plus tard, j'étais assis dans le bureau du courtier, versant de l'argent pour un dépôt substantiel en utilisant des obligations que j'avais trouvées, quand j'ai reçu un SMS disant « Pouvons-nous nous rencontrer ?» Je suis Ashley, la sœur de Tommy. J'ai répondu « Où êtes-vous » Elle a répondu « À l'aéroport ». J'ai répondu que j'y serais dans 15 minutes. Vous avez obtenu un prix exceptionnellement bon pour votre nouvelle maison, a dit le courtier. J'étais surpris qu'il ait accepté. C'est pourquoi j'ai demandé s'il avait déjà vendu d'autres de ses maisons. J'ai dit, il n'y a rien de tel qu'un panneau vendu pour susciter l'intérêt des autres. Sur ce, je me suis dirigé vers l'aéroport. Dès que j'ai franchi la porte, je l'ai vu. Je savais que ce devait être elle car le petit aéroport était vide. L'avion venait de décoller, retournant à Houston avec les passagers qu'il avait récupérés. Ashley était une femme très attirante. Ses cheveux bruns étaient coiffés de manière à mettre en valeur les traits de son visage. Elle avait une silhouette séduisante qui n'avait pas besoin d'être mise en valeur par des vêtements cachant certains de ses attributs. Sa tenue féminine en jean bleu affichait son élégance naturelle. Ma première impression fut qu'elle était une femme à l'aise avec elle-même. Elle s'est approchée de moi et a dit « Vous n'avez vraiment pas beaucoup changé depuis les photos que Tommy a téléchargées et m'a envoyées. Enchanté de vous rencontrer, Monsieur Thompson. Appelez-moi Marcus, s'il vous plaît, ai-je dit en lui tendant la main. Nous sommes entrés dans le restaurant de l'aéroport et nous nous sommes assis à une table. Je lui ai proposé de lui offrir un déjeuner matinal et elle a accepté. Au début, nous nous sommes juste assis et avons parlé, apprenant à nous connaître. Elle a remarqué que je ne portais pas d'alliance. Je lui ai dit que je ne la portais jamais lorsque je travaillais sur les plateformes. Et après avoir appris l'infidélité de ma femme par ma fille, je n'ai vu aucune raison de la porter à nouveau. J'ai appris qu'après le divorce, elle avait repris son nom de jeune fille. Nous déjeunions lorsque l'avion du matin est arrivé de Houston. Ashley et moi étions assis près de la fenêtre, ce qui nous permettait de regarder les passagers descendre et passer la porte d'embarquement. Cela nous offrait également une vue imprenable sur la zone ouverte du petit aéroport.
La serveuse remplissait nos tasses de café quand j'ai aperçu Rebecca traversant la porte. J'ai levé la main et salué. Ashley s'est retournée pour voir qui je saluais. Rebecca nous a vus tous les deux. Elle s'est figée sous le choc, son visage pâlissant. Je savais qu'elle n'avait pas lu le journal local en ligne, donc elle n'avait aucune idée de ce qui se passait réellement. Alors qu'elle s'adaptait à sa nouvelle réalité, nous avons observé le détective l'approcher et se présenter, lui montrant son insigne. Nous l'avons regardé l'escorter pour récupérer ses bagages. Elle ne savait pas que vous étiez en ville, n'est-ce pas, demanda Ashley. Non, nous le lui avons délibérément caché. J'ai dit que tout ce qu'elle avait prévu de résoudre avait été chamboulé. Maintenant, elle va découvrir l'argent liquide et les dossiers trouvés chez Michel et chez moi. Puis-je avoir le privilège de prendre en charge votre dossier de divorce, demanda Ashley. Ce serait satisfaisant de la confronter à la réalité. Le fait que mon ex et elle aient été ensemble a soulevé de nombreuses questions sur tout ce que nous partagions à l'époque. Le cabinet d'avocats vous laissera-t-il faire des allers-retours pendant que vous vous occuperez de l'affaire, demandai-je. J'ai mon propre cabinet spécialisé dans les divorces, agréé en Louisiane et au Texas, dit Ashley. Je gère des affaires dans toute la région de la côte du Golfe. De plus, je serai ici pour m'occuper de mon ex de toute façon. J'ai dû sourire car elle a dit, je suppose que nous avons un accord. Si vous avez une imprimante, nous pouvons tout préparer aujourd'hui, dis-je. Nous avons pris ses bagages et les avons mis à l'arrière de mon pick-up. Je lui ai dit que son ex-mari était à la prison du comté. Elle a dit qu'elle aimerait lui parler, alors je l'ai conduite et j'ai attendu qu'elle entre. Il s'est écoulé environ 1 heure avant qu'elle ne ressorte. Il a été choqué de me voir, a dit Ashley. Il a demandé comment je l'avais trouvé, et j'ai répondu, grâce à lui, je le savais. Puis je lui ai dit que la police avait fouillé sa maison et récupéré l'argent et les dossiers qu'ils avaient trouvés. Je lui ai dit qu'ils avaient trouvé des preuves de ses activités liées à la drogue. Son visage est devenu livide. Je l'ai regardé et j'ai souri. Prenant mon téléphone portable, j'ai appelé le détective. Il a répondu dès la première sonnerie. Je lui ai dit comment j'avais pu localiser Ashley. Il m'a informé qu'ils effectueraient une analyse comparative d'écriture manuscrite pour déterminer si Rebecca était impliquée dans les activités illégales de David, mais pas nécessairement en ce qui concerne l'argent liquide, car les dossiers contenaient une liste de contacts qu'ils avaient fournis et auprès desquels ils avaient acheté. Donc, ma future ex pourrait avoir été impliquée depuis le début. J'ai dit que cela faciliterait le divorce. Elle aura besoin de sa part pour payer les frais juridiques. C'est exact. Nous la poursuivrons plus tard dans la journée comme complice si nous trouvons des preuves de son implication, a dit le détective. Cela signifie qu'elle pourrait ne pas être libérée sous caution avant lundi. Après cela, nous nous sommes dirigés vers ma maison pour commencer à rédiger la requête en divorce. En chemin, j'ai expliqué comment nos finances avaient été gérées pendant la majeure partie de notre vie conjugale. Une décision intelligente de votre part, a dit Ashley. En ayant des comptes d'épargne séparés, nous pourrons faire valoir qu'il ne s'agissait pas de contribution conjugale. Nous nous sommes assis à table dès notre retour à la maison, et elle a commencé à travailler sur la requête en divorce pendant que je faisais du café. Je lui ai envoyé par email les images que Michel avait fournies. Je lui ai dit que je ne voulais pas garder la maison à cause de ce qui s'était passé. Ashley a demandé si Rebecca avait assez d'argent pour me racheter ma part. J'ai répondu que, compte tenu de la façon dont nous avions divisé les fonds du ménage, elle devrait avoir des ressources suffisantes. Il a fallu encore environ 2 heures pour arriver au point où nous étions prêts à imprimer. Après lui avoir donné le code d'accès, je suis allé allumer l'imprimante. Alors que nous trions les copies et les préparions pour le dépôt au tribunal de district lundi, ma fille est rentrée d'une sortie avec ses amis. Il y a eu une attraction immédiate entre Ashley et Emma. Après les présentations, j'ai expliqué à ma fille qui elle était. Emma, voici Ashley Lynn Charles. J'ai dit que sa famille vivait toujours dans la région. Ashley, voici ma fille, Emma. Elle emménagera avec moi dans ma nouvelle maison la semaine prochaine, dès que nous aurons acheté des meubles. Les yeux d'Emma s'agrandirent d'excitation et elle sauta dans mes bras. Elle m'a serré fort et a demandé, « Que as-tu acheté ?» Une maison neuve de 3 chambres avec un plan d'étage ouvert, un garage pour 2 voitures, un sous-sol non aménagé et une terrasse. Il n'y a qu'un seul problème. C'est quoi, papa, demanda Emma. Elle n'est pas aménagée paysagèrement, dis-je. Alors, je me renseignerai sur le coût d'une piscine après la signature lundi. Ses yeux se sont illuminés.
Emma voulait une piscine depuis longtemps. La raison pour laquelle je n'en avais pas installé une était que je ne voulais pas perturber l'aménagement paysager que nous avions déjà réalisé. Comme l'heure du dîner approche. Je leur ai demandé où elles voulaient aller. Elles ont toutes les deux choisi Ruby Tuesday en raison du grand buffet de salade. Après le dîner, nous avons emmené Ashley à la compagnie de location de voitures pour qu'elle puisse obtenir un véhicule. Emma a demandé à Ashley si elle voulait venir avec nous dimanche pour regarder des meubles. Ashley a répondu qu'elle adorerait, alors nous l'avons fait. Le lundi, j'étais assis dans la salle d'audience et j'ai vu le juge inculper formellement l'homme que je connaissais sous le nom de Vincent Rodriguez pour tentative de meurtre et trafic de drogue. Sa libération sous caution a été refusée. L'enquête sur l'implication de Rebecca était en cours et elle a été libérée sous sa propre responsabilité en attendant de plus amples investigations. Ashley est allée déposer les documents en mon nom pour la procédure de divorce. Quand Ashley est revenue vers moi, elle a pris ma main. Je savais que David et Rebecca avaient dû le remarquer. Nous sommes sortis ensemble, les laissant gérer leurs problèmes juridiques. Plus tôt ce jour-là, j'avais remis certains des documents financiers nécessaires pour finaliser l'achat de la maison. Ashley a déposé les papiers du divorce et payé les frais de justice. À 16 heures, je suis allé finaliser l'achat de ma nouvelle maison. Je venais de sortir du bureau des titres fonciers avec l'acte de propriété signé lorsque mon téléphone a sonné. C'était mon superviseur de l'entreprise. Marcus, j'ai une excellente nouvelle. Le conseil d'administration a approuvé le projet de forage terrestre et ils veulent que vous en preniez la tête. Vous superviseriez les opérations terrestres à environ 30 miles au nord-est de Beaumont. La rémunération est environ 20% inférieure à celle du travail en mer, mais vous seriez chez vous tous les soirs. Êtes-vous intéressé? Absolument, dis-je sans hésitation. Quand est-ce que je commence? Nous aurons besoin que vous commenciez la transition dans le courant du mois prochain. Cela pourrait être le changement de carrière que vous recherchiez. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais sincèrement optimiste quant à l'avenir. Ce soir-là, Ashley, Emma et moi avons célébré l'achat de la maison et ma nouvelle opportunité d'emploi. Emma était ravie que je sois à la maison tous les soirs. « Papa, c'est la meilleure nouvelle de tous les temps, dit-elle. Tu m'as manqué. » Alors que nous étions assis sur la terrasse de notre nouvelle maison, regardant le coucher de soleil texan, Ashley a demandé, « Regrettes-tu parfois le chemin qui t'a mené ici ?» Jamais, dis-je en la serrant dans mes bras. Parfois, les tempêtes les plus dévastatrices apportent les cieux les plus clairs. 6 mois plus tard, debout dans mon bureau surplombant les champs pétrolifères de Beaumont, j'ai examiné les rapports trimestriels. Nos opérations terrestres avaient dépassé toutes les projections, et l'entreprise envisageait d'étendre ses activités dans toute la région. Le cabinet d'avocats d'Ashley avait considérablement grandi depuis qu'elle avait déménagé à Beaumont. Notre relation s'était développée naturellement au fil des mois, bâtie sur le respect mutuel et une affection sincère. Emma s'épanouissait lors de sa dernière année de lycée. Elle avait pardonné à sa mère et elles avaient reconstruit une relation prudente mais fonctionnelle. Bien que Rebecca purgeait une peine de 2 ans pour son implication dans l'opération de blanchiment d'argent de David, Dylan s'était entièrement remis de sa blessure à l'épaule et avait repris son travail chez le concessionnaire Ford. Michelle avait été promue rédactrice en chef du Beaumont Enterprise et se portait bien. Ils étaient restés de bons amis, Dylan prenant occasionnellement de ses nouvelles comme il l'avait fait pendant toute la période difficile. Michelle avait commencé à sortir avec un avocat local et semblait sincèrement heureuse. David William Carter purgeait une peine fédérale de 15 ans pour trafic de drogue et vol d'identité. Pourquoi? Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Emma. Papa, j'ai été accepté à Texas A&M avec une bourse partielle. Merci de toujours avoir cru en moi. J'ai souri et lui ai répondu. Je suis fier de toi, ma chérie. Le ciel est la limite maintenant. Ashley est entrée dans mon bureau et m'a vu sourire. Bonne nouvelle? La meilleure, dis-je en lui montrant le SMS. Emma a été acceptée à A&M, c'est merveilleux. Elle le mérite après tout ce qu'elle a traversé. Alors que nous nous tenions ensemble, regardant les champs pétrolifères, j'ai réfléchi à la façon dont nos vies avaient radicalement changé. Parfois, les meilleures fins sont en réalité de nouveaux commencements. La tempête était passée et nous étions exactement là où nous devions être. Le soleil texan se couchait sur les champs pétrolifères, peignant le ciel de nuances d'or et de cramoisi. Il était temps de rentrer chez moi, auprès de ma famille.